Depuis l'ère quaternaire, la marmotte anime de ses sifflements et de ses jeux les vallées des Alpes, pendant toute la belle saison. À l'arrivée de l'hiver, elle hiberne au fond d'un terrier avec sa famille. Son long sommeil dure de 6 à 8 mois en fonction du climat. Rongeur herbivore, la marmotte ne se nourrit pratiquement que de végétaux, sans aucune modération. Comme elle hiberne moins 6 mois par an, elle doit se constituer des réserves de graisse pendant la belle saison, pour ne pas dépérir lors de sa longue retraite hivernale. La marmotte n'est pas difficile, elle dédaigne peu de plantes, ce qui ne l'empêche pas d'avoir certaines préférences. Au printemps, elle consomme souvent des graminées, lorsque celles-ci sont encore riches en protéines, et pauvres en cellulose et en silice, elle apprécie tout particulièrement fétuques et pâturins. Quand la pelouse alpine se couvre de fleurs, son menu s'enrichit de trèfle des Alpes, du lotier corniculé, de sainfoin, de luzerne, toutes légumineuses, mais aussi d'ombellifères, de composés ou de polygonacées comme l'oseille. L'abondance environnante lui permet alors de choisir le meilleur, et elle ne cueille que fleurs et boutons floraux. En été, elle agrémente souvent son repas de fruits ou de baies. En lisière de forêt ou près des torrents qui charrient des troncs, elle s'attaque même à l'écorce ou à des morceaux de bois, autant pour se nourrir que pour user ses puissantes incisives à croissance continue. À l'occasion, elle creuse le sol de la prairie, et déterbule des racines, qu'elle saisit avec ses pattes antérieures griffues et puissantes pour les porter à sa bouche. La marmotte fait de temps en temps des entorses à son régime végétal, vers, larves d'insectes ou sauterelles qu'elle croise sur son chemin ne sont pas négligées. On l'a vu retourner des bousses de vache sur un alpèche pour goûter à un coléoptère, ou à d'autres petites proies. Les années de printemps tardif, la marmotte, sortie de son long sommeil avant la renaissance de la végétation, n'hésitera pas à consommer une charogne. Aux États-Unis, ce comportement a été observé chez Marmotta olympus, que la neige encore abondante empêchait de consommer des végétaux. Cette réaction, peut être commune à toutes les marmottes, souligne leur bonne adaptation à leur environnement. La marmotte boit peu et l'eau n'est pas nécessaire pour motiver son choix d'un territoire, ce qui explique la présence de nombreuses marmottes sur des pentes assez sèches. Elle se contente souvent, pour se désaltérer, de la rosée matinale, de l'eau contenue dans les plantes dont elle se nourrit, ou, au printemps, de la neige. Pendant toute la belle saison, la marmotte fait essentiellement 2 repas par jour, le matin et le soir. Au début du printemps et à la fin de l'été, ou lorsque les conditions météorologiques ne sont pas très clémentes, elle ne sort de son terrier qu'en milieu de journée. En 6 mois, elle double son poids, consommant de 400 à 500 grammes à chaque repas. Ainsi enrobée, elle pourra sans crainte hiberner et vivre sur ses réserves pendant tout l'hiver. À ce moment, la physiologie de la marmotte va totalement se transformer, puisque son énergie ne sera plus fournie par les glucides et protéines de son alimentation, mais uniquement par ses propres lipides. La marmotte adulte à la recherche de nourriture prend beaucoup de précautions, car c'est un des seuls moments où elle doit s'aventurer loin de son terrier. Elle évite d'ailleurs toujours les prairies, où la végétation trop épaisse l'empêcherait d'apercevoir l'arrivée d'un prédateur. Elle prend généralement ses repas en compagnie. Les petits groupes de marmottes de tout âge, qui se retrouvent ensemble sur les mêmes pâturages, réunissent des animaux souvent proches par an. Toutes mangent et surveillent en même temps les alentours, ce qui augmente la sécurité de la communauté. Extrêmement vigilante, la marmotte a toujours sur le qui-vive, son excellente vue lui permet de détecter un mouvement anormal, même éloigné. Elle prévient alors les autres d'un bref sifflement et, immédiatement en alerte, tout le monde s'arrête de manger. Toutes les marmottes se précipitent vers le terrier, le plus proche si le danger se confirme. Tolérantes et peu agressives, les marmottes vivent en famille, ou colonies, chacune composée généralement d'un couple reproducteur et des 2 dernières portées. Mais, à la différence du castor, fidèle et constant, les marmottes mâles peuvent être polygames, et vivre avec 2 ou 3 femelles. Quelquefois, un deuxième mâle, plus jeune, cohabite avec eux. Les animaux solitaires restent une exception. Chaque famille possède un territoire, le même chaque année, dont la superficie varie de 2000 à 20 000 m²,
selon l'exposition et la richesse du milieu. Les marmottes s'installent de préférence dans les vallées alpines, sur des surfaces dégagées qu'il sera facile de surveiller, bien pourvues en herbe et en fleurs, et surtout exposées aux chauds rayons du soleil, dont elles vont largement profiter pendant l'été. Le territoire de la marmotte est facilement reconnaissable, les diverses entrées de terriers, ou les chemins qu'elles empruntent souvent, constituent autant de repères visuels, qui, avec certains points topographiques, suffisent à l'animal pour savoir chez qui il est. Il ne semble pas en effet que la marmotte balise son territoire de marques olfactives spécifiques, telles que sécrétion de glandes ou urine. Les vallées sont ainsi peuplées de familles, dont les territoires ne se recouvrent pas. Le mâle y veille et s'il se montre tolérant avec les femelles et ses jeunes voisins, il est plus intransigeant lorsqu'un autre mâle adulte s'approche de trop près. Pour défendre son domaine, il lui arrive d'ailleurs de joindre le geste au sifflement. La marmotte utilise un terrier différent selon la saison. Le terrier d'été, sur les prairies alpines, est moins profond que celui d'hiver, creusé dans la vallée, sans doute pour mieux préserver du froid. Pour en améliorer le confort, la marmotte tapisse le fond de la chambre d'herbes coupées et séchées au soleil de septembre. De 2 à 12 kg de litière peuvent être ainsi amassés. Lorsque les jours raccourcissent, que la température est moins clémente, et surtout lorsque la nourriture se fait plus rare, les marmottes savent qu'il est temps d'aller hiberner. Selon les vallées et l'année, toute la famille s'installe dans la chambre, tout au fond du terrier, entre le 25 septembre et le 15 octobre. Le mâle adulte, qui ferme la marche, obture le canal d'accès avec un bouchon de terre. Véritable stratégie d'économie d'énergie face à des conditions d'alimentation difficiles, l'hibernation constitue un remarquable phénomène physiologique. Tout d'abord, les tissus de la marmotte se chargent de gaz carbonique, qui sera chassé au réveil par une augmentation des mouvements respiratoires. Ensuite, la température interne, proche de 36 degrés Celsius en été, descend à 8 ou 10 degrés Celsius, elle se stabilise en fait à 2 ou 3 degrés Celsius au-dessus de la température du terrier. Le choix de l'emplacement du terrier est donc vital, la marmotte ne survivrait pas à des températures trop basses. La consommation d'oxygène est diminuée de 30 à 40 fois. Les mouvements respiratoires passent de 16 par minute à l'éveil à 2 ou 3 seulement, et les battements cardiaques, de 220 par minute à 30. Mais la marmotte ne reste pas dans cet état de léthargie de façon continue pendant tout l'hiver, elle se réveille régulièrement, environ toutes les 3 semaines, pendant en moyenne de 12 à 30 heures. Ces réveils hivernaux, pour éliminer les déchets accumulés pendant son jeûne, ou si la température s'approche des 0 degrés Celsius, sont de grands consommateurs de ces réserves de graisse, ce qui peut lui être fatal si l'hiver est trop long. Il semble en effet qu'environ 90% de l'énergie dépensée, pendant l'hiver le soit pendant les courts moments de sortie d'hibernation. En 1896, le physiologiste français Dubois décrit, le premier, le phénomène d'hibernation des marmottes. Ce sont les plus gros hibernants profonds. En effet, ni l'ours ni le blaireau ne s'endorment aussi complètement, et leur température ne descend jamais aussi bas que celle de la marmotte. Chez cette dernière, toutes les fonctions physiologiques ralentissent et prennent souvent un rythme irrégulier, plusieurs mouvements respiratoires vont par exemple succéder à une longue période d'apnée. Ainsi, en dépit de l'expression dormir comme une marmotte, l'hibernation n'est pas un sommeil mais bien une vie ralentie. D'ailleurs, la marmotte utilise aussi les interruptions de l'hibernation, toutes les 2 à 3 semaines, pour dormir. Il semble ainsi que l'action réparatrice du véritable sommeil soit unique et indispensable. Au printemps et au début de l'été surtout, les marmottes débordent de vitalité, et s'affrontent souvent dans des combats pour rire. Debout, bien campées sur leurs pattes postérieures, s'empoignant au niveau des épaules avec leurs courtes pattes de devant, elles se dressent l'une contre l'autre et s'amusent à se battre, tentant de faire rouler l'adversaire sur le côté, et souvent tombant avec lui. Cette attitude d'empoignade est assez rituelle, et chacun dans la colonie participe. Les marmottes en passent une bonne partie de leur temps à jouer ainsi, et les adultes ne sont pas en reste, que ce soit lors des parades amoureuses,
au cours desquelles le couple reproducteur se pousse, la tête renversée en arrière, ou lors des luttes un peu plus sérieuses opposant des mâles adultes, pour la conquête d'une femelle, afin de défendre leur territoire ou de mesurer leur force, tout simplement. Lorsque les marmottes se battent vraiment, leurs combats n'obéissent pas à un rituel précis et sont moins élégants. Mais ils sont rares chez la marmotte des Alpes. Celle-ci est en effet très tolérante, elle se rapproche en cela de la marmotte des montagnes rocheuses. Ou de celle du Kamtchatka. Après ces luttes et combats debout, les marmottes marquent les pierres voisines avec les glands de leurs joues, jugales, plus qu'un véritable marquage du territoire, ce geste correspond en fait à un état de grande excitation. Courant avril, au printemps naissant, les marmottes émergeant d'un profond sommeil de 6 mois. Elles ont perdu pratiquement la moitié de leur poids. Dès le réveil, ou dans les 2 semaines qui suivent, avant même qu'elles n'aient pu reprendre quelques grammes, commence l'unique saison de reproduction. Il n'est même pas sûr que les femelles se reproduisent tous les ans. L'accouplement, qui a généralement lieu à l'intérieur du terrier d'hiver, est précédé de majeux, poursuites, reniflage des glandes des joues, jugales, et de la région génitale, et faux combats debout, que les marmottes affectionnent. Dans la phase d'approche, le mâle frotte son museau en divers points du pelage de la femelle. Pendant l'accouplement, qui ne dure que quelques minutes, il tient dans sa bouche la fourrure du dos de la nuque de la femelle. Certaines espèces vivant au nord, où la belle saison est très courte, comme la marmotte de l'Alaska ou celle du Kamtchatka, n'attendent pas la première sortie au printemps pour s'accoupler. 1 mois plus tard, après de 32 à 34 jours de gestation, habituellement entre le 20 mai et le 10 juin, d'un à 6 marmottes en viennent au monde, dans le terrier d'été que la femelle a nettoyé les jours précédents. La moyenne des portées est plutôt située aux alentours de 3 ou 4. Aveugles, nus, les petits pèsent environ 30 grammes à la naissance, et vont tout de suite se consacrer à leur unique activité, téter une des 10 mamelles de leur mère. Un nouveau mois se passe ainsi avant qu'ils ne s'enhardissent à mettre le nez dehors. Cette première sortie correspond à peu près au début du sevrage, qui les pousse à explorer l'extérieur pour se nourrir, car les tétés sont rarement observés à partir de ce moment, même en surface. Au cours de ces sorties, les jeunes restent prudemment près de leur terrier. Il leur faut quelques semaines pour parcourir complètement le territoire de leurs parents. Peu à peu, leurs sorties sont plus longues. À 2 mois, lorsqu'ils sont sevrés, les marmotons se nourrissent avec les adultes. Ils aiment frotter leur museau contre celui des adultes, acceptent les câlins des plus jeunes, mais semblent ne pas les apprécier de la part des aînés, âgés d'un peu plus d'1 an à ce moment-là. Pendant 2 étés et 2 hivers, les jeunes marmottes des Alpes grandissent au sein de leur famille, hibernant dans le même terrier que leurs parents. Ce n'est qu'au cours de la 3e belle saison de leur vie, lorsqu'ils sont âgés de 2 ans, que les jeunes, mâles et femelles, connaissent l'émancipation. Ils quittent alors de même le giron familial pour s'installer et fonder à leur tour une famille. Le terrier d'été, où les petits naissent et vivent les 3 premiers mois, possède plusieurs entrées et un vaste réseau de galeries, qui mènent à une chambre unique. Les souterrains, de 2 à 10 mètres de long, sont généralement orientés parallèlement à la surface, et ne dépassent pas une profondeur de 50 à 90 cm, facilitant l'accès des jeunes marmotons à l'extérieur. La marmotte, quelle que soit son espèce, est parfaitement adaptée aux conditions rigoureuses de la montagne, et sa répartition actuelle est liée au retrait des glaciers à la fin de la dernière glaciation. La marmotte des Alpes, qui doit bien évidemment son nom à la chaîne de montagnes sur laquelle elle s'est maintenue, est divisée en 2 sous-espèces. Marmota marmota marmota, se rencontre partout sauf dans les monts Tatra, en Europe centrale, entre la Pologne et la Slovaquie, où on trouve l'autre sous-espèce, la Tyrostrie, la marmotte des Tatras. Depuis le début du XXe siècle, les opérations de repeuplement avec des animaux originaires des diverses vallées, ont permis d'accroître le nombre des marmottes européennes, qui étaient au plus bas à la fin du XIXe siècle. Aujourd'hui, la marmotte des Alpes est installée en Allemagne, Forêt-Noire, en France et en Suisse. Elle a été réimplantée dans les Pyrénées au cours des années 1950, et introduite dans le Massif central à partir du milieu des années 1960.
Les essais de repeuplement dans les Vosges et le Jura n'ont pas abouti. Les conditions de prédilection de la marmotte sont des aires dégagées, situées au-dessus de la limite supérieure des arbres, généralement à des altitudes comprises entre 1400 et 2700 mètres, mais il arrive que des colonies s'installent dans des clairières plus bas, 800 mètres, ou nettement plus haut, jusqu'à 3200 mètres. L'exposition est un critère de choix très important. La marmotte aime se chauffer aux rayons du soleil et recherche donc des pentes bien orientées au sud, où, en plein été, la chaleur ne manquera pas. Essentiellement herbivore, elle affectionne les pelouses alpines, mais on peut la rencontrer également sur des zones où l'herbe alterne avec la rocaille, les buissons de rhododendron ou de saulnain. La diversité du paysage semble lui convenir, mais elle ne s'accommode pas de n'importe quel terrain. Il faut que le sol soit meuble, facile à creuser, pas trop instable cependant. Les pierriers en bordure de prairies sont souvent habités, car les blocs forment des forteresses naturelles, et les animaux peuvent y creuser la terre qui représente une réserve de nourriture. Le territoire des marmottes se localise facilement, les cônes de déblais à l'entrée des terriers sont aisément repérables sur la pelouse verte. Mais, surtout, la marmotte circule beaucoup, du terrier principal au terrier secondaire, d'un poste de repos au site d'alimentation. Les sentiers ainsi fréquemment empruntés finissent par dessiner un réseau de petits chemins très visibles dans la courte végétation de l'alpage. Ces repères visuels sont importants, car il ne semble pas y avoir de rituel particulier pour baliser le territoire de marque olfactive. Sur le territoire d'une famille déjà installée depuis quelque temps, il existe, à côté du terrier principal où habite la famille, des abris secondaires. Ébauches de terriers jamais terminées, anciennes galeries à moitié effondrées, ou trous creusés sans raison apparente, ces terriers secondaires sont bien connus de chaque marmotte de la colonie, qui s'y précipite en cas d'alerte. Une marmotte n'hésite pas non plus à plonger dans le terrier secondaire d'une famille voisine pour échapper à un aigle qui l'a repéré. L'alerte passée, elle retourne dans son propre terrier. Si la marmotte doit parfois se méfier de l'homme, ainsi que des prédateurs terrestres comme le renard, le grand danger vient cependant du ciel. Car l'ennemi numéro 1, c'est l'aigle, qui nourrit très régulièrement sa progéniture de viande de marmotte et de marmoton. Pour échapper aux griffes de ce terrible prédateur, sa meilleure défense est le sifflement. Elle ne l'utilise d'ailleurs pas seulement comme signal d'alarme. C'est aussi un moyen de communication, lié à certains états d'excitation ou au jeu. On a compté ainsi 959 sifflements émis par le même animal en 32 minutes. Les animaux réagissent rapidement au sifflet de l'un d'entre eux. Pour un aigle repéré, le cri bref, strident, envoie tout le monde au fond du terrier. Pour un quadrupède, voire un bipède, l'appel est différent et les autres marmottes vont plutôt aller voir la cause de l'alerte avant, éventuellement, de se cacher. En Amérique du Nord et en Asie, les ours bruns sont parfois prêts à défoncer un terrier, et à déblayer quelques mètres cubes de terre pour une bouchée de marmotte. Ce goût prononcé des ours pour les marmottes, a été même évoqué comme un motif pour réintroduire ces rongeurs alpins dans les Pyrénées, afin d'offrir aux grands carnivores, un complément protéique dans la zone protégée où ils demeurent. Mais dans les Pyrénées, les ours et les marmottes ne demeurent pas, dans les mêmes zones.